Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fascine, qui divise et qui nous concerne tous, l'intelligence humaine. Pour nous guider, on va se baser sur le livre In the Know de Russell T. Warren, qui a pour mission de déconstruire les mythes les plus tenaces et de nous montrer ce que la science dit, vraiment. Alors on y va, on plonge directement. La question qui est au cœur de tout ça, elle a l'air simple, elle a l'air simple. Au fond, ça veut dire quoi être intelligent? Mais au-delà des clichés, qu'est-ce que la science a à nous dire? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble en se basant sur les faits. Ok, voilà notre programme. On va commencer par définir ce que les scientifiques appellent l'intelligence générale. Ensuite, comment on la mesure concrètement. Puis, on va s'amuser à déboulonner quelques idées reçues. On abordera aussi le passé, disons, compliqué de ce domaine de recherche. On verra pourquoi tout ça est si important aujourd'hui. Et on finira avec un biais cognitif assez surprenant. Première partie, l'intelligence générale. Pour pouvoir parler de quoi que ce soit, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes. Et le livre insiste là-dessus, il y a un point de départ, un concept fondamental sur lequel les scientifiques sont plutôt d'accord. Et voilà le fameux concept, l'intelligence générale, qu'on appelle souvent le facteur G. L'auteur nous explique qu'il y a un consensus scientifique assez large là-dessus. L'idée, ce n'est pas qu'on aurait plein de petites intelligences séparées, vous savez, une pour les maths, une autre pour la musique, non. L'idée, c'est plutôt qu'il y aurait une seule grande capacité cognitive fondamentale qui va influencer notre performance dans presque tout. Penser, raisonner, apprendre vite, tout ça viendrait puiser dans la même ressource mentale. Et ça nous amène à un principe vraiment fascinant, ce qu'on appelle l'indifférence de l'indicateur. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est simple. Ça veut dire que le type de test qu'on utilise n'a pas tant d'importance que ça. Du moment qu'une tâche demande un effort cognitif, elle va faire appel à ce fameux facteur G. Résoudre un problème de maths, assembler un puzzle, comprendre un mot compliqué, tout ça, au final, mesure en partie la même chose. Et pour que ce soit plus concret, regardez ces exemples. Assembler des cubes, répéter des chiffres à l'envers, trouver la logique dans une suite de dessins. A priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les études montrent que si une personne est bonne à l'un de ces exercices, il y a de fortes chances qu'elle soit bonne aux autres aussi. C'est ça la preuve la plus directe de l'existence de ce facteur G, une aptitude générale qui se voit dans plein de domaines différents. Deuxième partie, la mesure. Bon, on a ce concept de facteur G, c'est super, mais comment on fait pour lui donner un chiffre? Comment on le mesure en pratique? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu un outil que tout le monde connaît de nom, mais que peu de gens comprennent vraiment, le score de QI. Il faut savoir que le calcul du QI a bien changé. À l'origine, c'était un calcul pour les enfants. On divisait leur âge mental par leur âge réel. Ça avait du sens pour un enfant, mais pour un adulte, c'était absurde. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Un score de QI, c'est une mesure relative. Il indique simplement où on se situe par rapport aux autres personnes du même âge. Un score de 100, ça veut dire qu'on est exactement dans la moyenne. Ce n'est plus une note absolue, c'est un classement. Troisième partie, les mythes. Un des gros objectifs du livre, c'est de confronter ce que les gens pensent savoir sur l'intelligence avec ce que la science a découvert. Et on va s'intéresser à l'un des mythes les plus tenaces et, il faut le dire, les plus réconfortants. On a tous déjà entendu cette phrase, ou une variante. Chaque enfant est doué à sa manière. C'est une idée très belle, très optimiste. Elle suggère que si on cherche assez, on trouvera un talent exceptionnel chez tout le monde. C'est une pensée qui fait du bien, mais le livre nous invite à la passer au crible des faits. Et le livre confonde cette belle idée à la réalité des statistiques. L'intelligence, comme beaucoup de traits humains, se répartit selon une courbe en cloche. La moyenne est à 100. Et par définition, la moitié de la population est en dessous. Et si on regarde les chiffres, eh bien on voit que seulement 16% des gens dépassent 115. Pour atteindre 130, le fameux seuil du surdouement, on tombe à moins de 3%. L'argument de l'auteur est donc assez direct. Par définition, être doué, c'est statistiquement rare. L'idée que tout le monde peut l'être ne tient pas face aux chiffres. Quatrième partie, l'ombre de l'eugénisme. On ne peut pas parler de l'étude de l'intelligence sans aborder une page très, très sombre de son histoire. Le livre ne l'esquive pas du tout. C'est même crucial de comprendre ce contexte pour saisir les débats d'aujourd'hui. Alors on va regarder ça de manière factuelle en suivant la perspective de l'auteur. Ce qui est frappant avec cette chronologie, c'est de voir à quel point l'eugénisme n'était ni un mouvement isolé, ni un mouvement court. Des politiques de stérilisation forcée ont continué d'exister bien après la Seconde Guerre mondiale, y compris dans des démocraties. Regardez la Californie, la loi n'est abrogée qu'en 1979. Ça montre à quel point ces idées étaient profondément enracinées. Et là, l'auteur soulève un point vraiment important. Au début du XXe siècle, l'eugénisme, ce n'était pas une idée de quelques illuminés. C'était soutenu par des élites dans plein de domaines, la biologie, la médecine, la politique. Et donc l'argument de l'auteur, c'est de dire
Si on jette à la poubelle toute la recherche moderne sur l'intelligence à cause de ce lien historique, alors il faudrait aussi rejeter des pans entiers de plein d'autres sciences qui ont elles aussi été compromises par ces mêmes idées à l'époque. 5e partie, à quoi ça sert tout ça? Après ce passage historique indispensable, revenons à aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important d'étudier l'intelligence? Eh bien, selon l'auteur, c'est parce que le score de QI est l'un des meilleurs indicateurs prédictifs qu'on ait pour tout un tas d'aspects de la vie réelle. La liste des corrélations que le livre présente est assez impressionnante. Un QI plus élevé est statistiquement lié, en moyenne, à de meilleurs salaires, une meilleure santé et même un plus grand sens de l'humour. Et inversement, il est corrélé négativement avec des choses comme le divorce ou la criminalité. Attention, l'auteur le répète sans cesse, ce sont des corrélations, pas des fatalités. Avoir un QI élevé n'est pas une garantie de succès, mais ça augmente les probabilités. Le livre n'hésite pas à aborder un sujet très sensible, les différences de score moyen que l'on observe entre les groupes démographiques. Ce tableau, tiré des données de l'auteur, montre le pourcentage estimé de personnes dépassant un QI de 115 dans différents groupes aux États-Unis. On y voit des écarts dans la répartition des scores élevés. Et juste après avoir présenté ces données, l'auteur pose un principe éthique non négociable. Il martèle qu'une moyenne de groupe ne dit absolument rien sur un individu. Jamais, au grand jamais, ces statistiques ne doivent servir à justifier la moindre discrimination. C'est le socle de toute son analyse. Et on arrive à la dernière partie, l'angle mort de l'expert. C'est un concept clé qui, selon l'auteur, montre pourquoi le fait d'ignorer les différences d'intelligence peut avoir des conséquences très concrètes et problématiques pour notre société. L'auteur appelle ça l'illusion du psychologue. En gros, c'est le biais des gens très intelligents, qui sont souvent ceux qui créent les lois, les systèmes, les politiques. Ils ont tendance à partir du principe que tout le monde pense comme eux. Ils oublient que ce qui leur semble simple, logique, évident, peut être incroyablement compliqué pour quelqu'un qui a des capacités cognitives différentes. Et cet angle mort, on en voit les conséquences partout. Un jury qui ne comprend pas comment un accusé a pu signer des aveux absurdes sous la pression d'un interrogatoire, un médecin qui donne des instructions de traitement tellement complexes qu'un patient ne les suit pas correctement, des formulaires d'aide sociale si compliqués que ceux qui en ont le plus besoin n'arrivent même pas à les remplir. Le problème, ce n'est pas la mauvaise intention, c'est une conception qui ignore tout simplement la réalité de la diversité cognitive. Et on termine donc sur cette question. C'est la question que le livre nous laisse en héritage. C'est une chose de constater que les différences d'intelligence existent et qu'elles ont un impact énorme. Mais c'en est qu'une autre, bien plus complexe, de se demander qu'est-ce qu'on en fait? Comment une société juste et efficace doit-elle prendre ça en compte? Voilà le vrai défi. C'est une question difficile, sans réponse facile, qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.